est un groupe de 4 gradués de l'Université de Montréal qui, suite à nos études, on a eu quelques expériences chez des bureaux aussi qui relèvent ce défi-là d'avoir un regard neuf sur la profession. Martha Schwartz, Hargraves, et on est revenu à Montréal pour s'allier, pour amener cette approche, cette façon de voir les choses à Montréal. Puis maintenant, on est une dizaine, même des fois une douzaine de collaborateurs qui travaillent à temps plein à travailler, à redéfinir justement l'espace public. Donc, là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les cours d'école. Les cours d'école, c'est vraiment un champ d'action qui est intéressant pour nous. C'est vraiment un espace public utilisé au quotidien qui fait partie de la vie de tous les jours. Les cours d'école, c'est aussi de faire des miracles avec des tout petits budgets. C'est toutes sortes de défis mais qui représentent un champ d'action qui est, pour nous, qui est privilégié justement par la beauté de la cause. Les cours d'école, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, les cours d'école, c'est aussi un espace qui est des fois très, très plein, des fois très vide. Puis il y a un esthétisme qui est relié à cette façon d'utiliser l'espace de façon polyvalente, puis l'espace qui est toujours changeant, et où est-ce que c'est l'enfant qui est probablement l'élément premier du paysage de la cour d'école. Donc, dans notre approche, on veut pas dénaturer cette qualité, on veut pas charger, encombrer l'espace, on veut comprendre, tu sais, quand on dit vision renouvelée, on veut comprendre le lieu pour le lieu aussi dans son évolution, pour en tirer les qualités, puis travailler avec ces qualités-là qui sont dans les cours d'école depuis quand même quelques années. Dans un projet d'étude, on est tombé sur cette photo-là. C'est le Collège Notre-Dame dans les années 30, 40, 50. Les cours d'école étaient bien là, un espace qui est quand même végétalisé avec les arbres. Il y a un élément de jeu qui est bien organisé, une grande surface qui permet une multitude d'usages. Et ensuite, dans les années peut-être après 60, 70, 80, on utilise l'asphalte pour des raisons de probablement propreté, hygiéniste. C'est un matériau qui a quand même des qualités, même s'il n'est peut-être pas toujours aimé pour peut-être ses lacunes au point de vue de l'écologie, du drainage, mais c'est un matériel économique qui a quand même des qualités d'efficacité et, si on veut, des qualités esthétiques aussi. En fait, il n'y a pas beaucoup de composantes dans les cours d'école, disons, standards. Il y a l'asphalte, il y a la clôture frost qui assure la sécurité tout en permettant une ouverture visuelle. Et le marquage de jeu, qui est une façon très économique d'avoir un côté ludique, puis aussi d'être capable d'avoir un élément de jeu dans la cour. Donc, les trois composantes sont là et créent le paysage qu'on connaît bien. Maintenant, actuellement, vient quand même un mouvement de renouveau dans les cours d'école. C'est pas seulement nous autres qui inventent ça. Le verdissement est au cœur des préoccupations pour amener un peu d'ombre. On sait que dans la ville, où est-ce qu'il y a beaucoup de surfaces pavées, il y a peu de végétation,
on veut apporter une certaine fraîcheur pour contrer les îlots de chaleur. Donc, il y a des organisations, des écoles qui vont planter certaines bandes dans leurs cours. Il y a le jeu aussi, l'avènement des modules de jeu qu'on veut intégrer dans les cours, qui sont pas toujours super bien intégrés, mais déjà là, quand les commissions scolaires peuvent se payer une affaire comme ça, il reste peut-être pas assez de budget pour aménager autour. Le verdissement et le jeu ensemble constituent un défi à cause du piétinement, tu sais. C'est hyper sollicité, surtout en ville quand les cours sont pas très grandes, il y a beaucoup d'enfants. Il faut réfléchir à cet usage intensif-là quand on les aménage. La gestion de l'eau, évidemment, on veut ramener l'eau à un parcours plus naturel, disons en partie, pour alléger le système municipal de gestion des eaux, d'aqueduc. Évidemment, l'école, c'est pas l'été. L'école, l'hiver fait vraiment partie du paysage des cours d'école, donc il faut y réfléchir dans une approche. C'est une photo. Là, j'ai du public ici, là. Les enfants qui sont là, ils vont peut-être se reconnaître. Et le budget, il y a quand même une volonté assez collective de la Commission scolaire de Montréal, de certains organismes, et aussi il y a les écoles elles-mêmes qui organisent des campagnes de financement pour réussir à réaliser ces projets qui sont des interventions quand même raisonnables, où est-ce qu'on veut faire le maximum d'effets et de renouveau avec des budgets minimums. Et la composition aussi est un défi, comme on pourrait dire un contre-exemple. J'espère que ce n'est pas votre école, mais je pense qu'il faut balancer entre l'objet qu'on ajoute et le cadre. Il y a le désir du client aussi qui est un défi. À toutes les fois qu'on fait un projet, on va demander à des classes d'exprimer leur désir. Quand il y a un projet de renouveau dans la cour, les enfants sont interpellés à dessiner, à verbaliser leur désir. Donc, nous, on prend tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais on aime avoir ce contact-là puis s'imprégner de ce qui est désiré. Donc, il y a vraiment beaucoup de composantes à considérer et notre rôle, c'est de ramener ça vers un paysage, vers une composition d'ensemble pour vraiment sentir la cour entière comme étant le lieu dans lequel on a du plaisir à être, puis la récréation est agréable à se dérouler. Donc, maintenant, je vais vous présenter quelques-uns de nos projets de cours d'école, concrètement. L'école Lambert-Closs, c'est un de nos premiers, où on utilise beaucoup le marquage, justement. Le marquage, pas seulement pour indiquer des jeux standards, mais les jeux standards sont intégrés dans un tableau. On considère non pas seulement le sol, mais aussi les murs, des fois, des façades de l'école, comme étant le canevas d'un tableau. Et le marquage, justement, c'est un moyen peu coûteux de créer cette structure de l'espace entier. Puis aussi, on plante souvent en périphérie, où est-ce qu'il y a moins de va-et-vient, pour être capable de protéger un peu les plantations, pour qu'elles soient viables. On utilise la topographie, là, il y a une butte
qui a été... en fait, c'est le seul élément tridimensionnel de la cour. La butte sert un peu comme d'un module de jeu, sert à peut-être glisser l'hiver, c'est utiliser, courir. La topographie, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous parce que ça fait partie de la structure même de l'espace, puis c'est pas nécessairement comme un objet ajouté, ça fait partie de l'espace. Donc l'école Bruchésie aussi, le marquage a été un élément très important. Il guide certaines plantations. Encore une butte qui sert de module de jeu. On a des éléments qui reviennent, mais c'est des solutions qui sont quand même peu fréquentes, peut-être dans l'aménagement typique de cours d'école. Donc, on peut courir dessus. L'école Gadebois, c'est l'installation qu'on a fait ici, qui était à l'échelle réelle, c'était une tirée d'une petite partie de ce projet-là. C'est une école pour les gens qui ont des déficiences auditives et visuelles. Donc, il y a certaines composantes qui répondent à cette particularité. C'est aussi, il y a une partie de l'espace de jeu qui était à une partie de la journée, le débarcadère d'autobus, stationnement, puis que ce même espace-là était récupéré pour le jeu à certaines autres heures de la journée, donc la récréation. C'est exactement cette aire-là que je suis en train de parler. On a trouvé une façon amusante là, de marquer les stationnements avec le langage de signes. L'école Saint-Paul-de-la-Croix, à la base, avait comme un défi topographique, une butte à l'arrière qu'on a gazonné avec un gazon pour soccer très résistant. Ça fait déjà quelques années que ça a été installé. Puis encore, cette année, on s'étonnait de voir comment il était encore impeccable, malgré l'usage intensif des enfants. À droite de la butte gazonnée, on a fait un petit amphithéâtre dans la butte qui permet de faire peut-être des fois des classes à l'extérieur à l'occasion. L'école Saint-Bernardin, avec encore le marquage qui est à la fois des jeux intégrés avec une stratégie d'ensemble. Et il y a le nivellement qui est orienté vers des fosses de drainage au centre qui viennent récupérer les eaux de pluie. Donc, les plantations, de créer des contrebas, des bassins drainants, c'est des stratégies qui sont intéressantes pour, disons, alléger là, la quantité d'eau qui va dans les égouts traditionnels. L'école Saint-Enfant-Jésus, encore des stratégies de marquage. Des bancs en périphérie qui font une bordure en même temps, utiliser les enrochements qui sont aussi un élément de jeu tout en étant un banc. Des billots de rondins à l'école Louis-Collin. Encore le marquage qui n'est pas nécessairement un jeu connu, mais que les enfants trouvent toujours toutes sortes de jeux. Donc c'est une façon ouverte de stimuler l'imaginaire des enfants pour qu'ils se créent leur propre jeu. Tu sais, il y a comme des jeux qui sont dictés, connus, mais il y a aussi d'autres marquages qui réfèrent pas du tout à un jeu connu, donc qui incitent à l'imaginaire.
Donc, on revient ici à tout ça. Là, j'avais un petit peu peur que vous pensiez qu'on était super contre les modules de jeu. Donc, on n'est pas contre. C'est seulement que ce qu'on se considère, c'est que le cadre est plus important que le jeu lui-même. Donc, je vais vous montrer un projet. C'est pas un projet de cours d'école, c'est un projet de parc pour la Ville de Montréal, dans lequel on a intégré des modules de jeu. C'est sûr que si les écoles avaient, si on n'était peut-être pas dans un milieu aussi dense, les écoles avaient plus de terrain, plus de budget, on pourrait faire un aménagement du type pour une cour d'école. C'est le parc Jarry. On a utilisé encore le marquage, des enrochements et autour des modules de jeu, un long banc qui sert aussi en même temps de poutre pour courir, un circuit qui zigzague autour des arbres. Et maintenant, on arrive à une pergola qu'on a. Ben, ça, c'est récupéré d'un aménagement qui était déjà en place. On a ajouté quelques planches de bois. Donc, les modules sont là, il y en a deux. Ils sont... disons que ce qui, au point de vue visuel, quand on arrive, ce qui prime, c'est peut-être pas le module, c'est l'ensemble de l'environnement. Puis c'est ce que nous, on aime de considérer l'espace avant l'objet. Donc, ça fait partie d'un tout. Il y a encore, on n'a peut-être pas vu, mais il y a des fossés qui gèrent les eaux, donc des contrebas. Puis il y a aussi une butte qui est aménagée un petit peu plus loin, en tout cas. Il y a l'aspect butte pour glisser, puis il y a aussi des fossés de drainage qui servent à gérer les eaux. Et c'est sûr qu'il y avait toute une stratégie de plantation dans ça, mais la Ville de Montréal est encore en train d'organiser les plantations. C'est pas toujours super vite avec la gestion de la ville, mais un jour, on va peut-être voir ces fossés-là plantés, on l'espère bien. Donc voilà, ça résume notre approche pour ce type de projet-là. Oui. Ces projets-là, disons que moi, le processus, je ne l'ai pas vécu. C'est pas moi qui étais en charge des projets. Mais c'est sûr qu'on fait partie de l'élément d'organisation pour une école qui a un projet de cours d'école. Il y a un ordre à suivre pour essayer de rallier les différents acteurs du projet pour être capable d'organiser des fois les collectes de fonds, pour aller chercher les budgets. Mais au point de vue technique, je ne le sais pas. C'est pas moi qui ai géré ces projets-là. Une question. Oui. Point de vue d'entretien, pour la durée de vie d'un marquage intense comme ça, Oui. est-ce que c'est à prévoir pour l'école même, pour après 5 ans de refaire la peinture ou ça dure? Oui, c'est vraiment une bonne question. Toutes les photos que vous voyez, c'est probablement pris dans la première année où est-ce que l'école a été aménagée. C'est sûr qu'il faut prévoir refaire la peinture, je ne sais pas, 4-5 ans, et ça fait partie de l'entretien. Effectivement, des fois, il y a tout un engouement là, pour créer le projet, puis après, l'entretien, c'est peut-être un petit peu difficile d'aller chercher autant d'énergie. C'est pas juste une problématique qui est propre au cours d'école, c'est assez général dans les projets de réserver une part de budget pour le maintien des structures qui sont aménagées. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Je me demandais s'il n'y avait pas un produit que vous avez développé ou avec un producteur
Ben, les peintures utilisées, c'est vraiment les peintures standards de rue, mais effectivement, il y a des techniques plus coûteuses de peinture cuite dans l'asphalte qui peuvent être plus permanentes, plus durables, mais dans des cas de cours d'école, je pense que c'est plus économique de penser peut-être refaire tous les 5 ans, puis on peut penser ça même dans une façon de renouveler le marquage, peut-être en créer un événement, changer le pattern. Tu sais, je trouve, moi, de mon point de vue, je pense que c'est plus intéressant pour le cadre des écoles. Ouais. Est-ce que vous avez eu des interventions des parents ou de la ville au sujet de possibilité de couvrir une partie des cours d'école pour permettre aux enfants d'en profiter lors de mauvaises conditions météorologiques? Oui, ben, je sais que dans certaines écoles, il y a justement des constructions comme ça. Dans celles qu'on a aménagées, il n'y avait pas vraiment cette demande-là, ni les budgets parce que c'est quand même coûteux de construire, de faire une construction pour faire de l'ombre, mais pas juste de l'ombre aussi pour en cas de pluie. Non, c'était pas dans les demandes des clients qu'on a eus. Est-ce que Oui. Oui, oui. Excusez-moi. Est-ce qu'il est prévu, je ne sais pas quels sont les cours d'école ici à Montréal, s'il y a beaucoup de constructions justement couvertes pour donner aux enfants cette possibilité de se mettre à l'abri. Est-ce que, si ce n'est pas le cas, est-ce que la ville pourrait envisager de développer une standardisation, par exemple, de construction qui pourrait être modulée en fonction des besoins de chaque projet? Ah, peut-être. C'est sûrement une bonne idée de standardiser pour réussir à peut-être offrir quelque chose qui convient parfaitement puis qui en même temps est fait en plusieurs copies, donc peut-être économiquement avantageux. Oui, c'est une bonne idée. Oui. En comparant un peu avec le paysagisme, un peu comme Cornelia Overlander, probablement les projets avaient peut-être plus de moyens économiques, mais aussi les réglementations étaient différentes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on voit moins de matériaux naturels comme le sable, des bacs à sable Ça, c'est vraiment un bon point que j'ai comme probablement oublié de développer. La réglementation est au cœur de l'approche aux aires de jeu et aux cours d'école. C'est sûr que l'aspect sécuritaire est beaucoup plus strict aujourd'hui. Puis les compagnies de modules de jeu préfabriqués sont spécialistes justement de l'aspect légal et de la sécurité. Donc, quand on amène un module de ce type, on est sûr que toute la façon dont il est aménagé convient au point de vue de la sécurité et de la réglementation. C'est sûr que on joue sur ceci est proprement dédié au jeu et ceci fait partie du contexte. Donc, aussitôt que ça fait partie du contexte, la réglementation est moins sévère et on peut se permettre de faire, tu sais, ça nous donne peut-être une plus grande latitude. Quand on dit des bancs, des buttes, des différents matériaux de plantation autour, tout ça est exempt de la normalisation très stricte du module de jeu, de l'appareil comme tel, là, qui est l'objet de jeu. Donc, effectivement, si on avait peut-être moins de réglementation, on pourrait voir des exemples comme ils se sont faits antérieurement, Cornelia, en Europe aussi, Jacques Simon, il y a toutes sortes de choses intéressantes. Moi, j'ajouterais juste quelque chose à cette question, c'est les écoles sont très sensibles aux enfants qui se salissent au gazon, à la terre, puis sont sensibles aussi au sable qui rentre dans l'école, qui réduit la durée de vie des planchers à l'intérieur, qui sont souvent mis. Donc, tout ça fait que ces matériaux-là sont à l'étude. Comme l'idée d'intégrer des abris, c'est souvent
souvent à l'étude dans un début de projet. Et quand on commence à évaluer les coûts et les répercussions, c'est des choses qui sont rapidement mis de côté. Ouais, comme l'école Notre-Dame au début, là, la belle terre battue, là, quand les enfants rentraient, j'imagine que s'il y avait un peu de pluie, c'était la... Peut-être qu'ils ne pouvaient pas y aller quand il pleuvait, je ne sais pas. Là. Mais, tu sais, on chiale peut-être sur l'asphalte qu'il y a une mauvaise cote. Mais au point de vue de hygiène, propreté, ça a quand même des belles qualités. Non. Puis pendant la visite près aussi, j'avais pas vu qui tenait. Puis est-ce que c'est le gazon avec la fibre, comme qui est dans le vieux champ, avec la fibre en dessous? C'est comme un caoutchouc intégré dans le gazon ou. Non. Ah non, avec la fibre en dessous, dans le mélange de terre. Ben, je ne sais pas, mais c'est vraiment, vraiment intensif. T'sais. On utilise ces trucs-là sur les terrains de soccer pour justement optimiser la pelouse naturelle. C'est des fibres synthétiques polymères qui sont mélangées à la terre en dessous pour arriver avec un mélange qui a l'air nécessaire, mais qui est, au point de vue de la compaction, très performant. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas, pour une cour d'école, ça dépend toujours du nombre d'enfants par rapport au mètre carré, mais à Montréal, je ne sais pas. J'hésiterais. Non, c'est vraiment synthétique. C'est vraiment du gazon synthétique avec une fibre longue qui ressemble étonnamment à du gazon. C'est normalement utilisé pour les terrains de soccer. Puis ça, c'est très résistant. Ça, c'est hiver comme été, c'est vert. Non, c'est... Ouais. Quand on fait un jardin domestique, pardon, il y a une idée de rapprocher la personne qui vit en ville d'un élément naturel, d'apporter un petit peu de nature. Est-ce que vous avez l'occasion de faire ça dans une cour d'école où la mentalité des commissions scolaires, c'est s'ils veulent faire d'écologie, ils iront au parc, ou s'il y a une préoccupation d'amener la nature en cours d'école pour un petit peu d'écologie ou juste pour le sentir? Bon, c'est sûr que, justement, c'est toujours une question de limitation d'espace. Ce qu'on propose souvent, c'est des plantations en périphérie, mais même dans une des écoles, on avait des arbres qui étaient au centre, délimités par une bordure les enfants peuvent piler dessus, là, mais on est toujours inquiet, nous, que ça vive pas, que ça soit piétiné, puis tout ça, mais ceux-là, ils fonctionnent très bien. Ça fait déjà 1 an ou 2, puis ils sont en bonne santé, les arbres. Comme concepteur, votre motivation, c'était quoi? C'était l'ombre? Oui, c'est ça, c'est l'ombre. Oui, on veut mettre de la végétation, mais c'est comme je disais, on veut aussi garder le grand espace flexible. Donc, j'ai vu des exemples peut-être plus périurbains où est-ce qu'il y avait le terrain nécessaire pour faire un arboretum, identifier les arbres, puis qu'il y ait un aspect éducatif à tout ça. Très intéressant, mais ça dépend toujours de l'espace disponible. Ouais. Oui? Moi, je pense qu'il y a une différence entre les commissions scolaires publiques et les écoles privées. Parce que pour avoir travaillé avec des écoles privées à Montréal, il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande à la nature dans la cour d'école, dans des cours qui sont beaucoup plus petites que celles de la commission scolaire. Parce qu'ils ne font pas face au syndicat qui dit que bon, ben, tu peux pas rentrer avec tes souliers, ou les enfants, ils arrivent, ils enlèvent de l'eau. Puis il y a une collaboration plus importante. J'ai eu de la collaboration avec des profs de sciences, mais c'est des choses qu'on ne peut même pas régler avec la commission scolaire de Montréal. Oui, effectivement. C'est très difficile, c'est vraiment c'est bloqué. Ouais. Il y a un gros blocage qui est en changer, mais ça se fait dans le privé. Oui, il y a toute la notion d'entretien aussi, parce qu'il n'y a aucun vraiment budget prévu. Donc, il y a certaines écoles où est-ce que les professeurs peuvent être ouverts à aller faire du désherbage 15 minutes dans leur semaine,
rotation, ou, mais c'est vraiment pas dans tous les contextes scolaires que tu peux aller rallier ces efforts-là, qui sont des efforts de motivation personnelle, finalement. Ben, je pense qu'il faut que ça fasse partie de la philosophie de l'école, oui. Et ça ne fait pas partie de la philosophie de la CSPF. Oui, c'est ça. Mais il faut penser aussi que ce qui est le défi, c'est que l'été, il y a quand même 2 gros mois où il n'y a personne pour entretenir. Si on veut faire quelque chose d'éducatif au point de vue du jardin, de planter, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 mois-là? On laisse ça à l'abandon, puis on revient en septembre. Oui, c'est intéressant, mais c'est un défi. Ouais. Même chose qu'un parc. Un parc, Oui, c'est ça, mais il faut l'organiser. C'est sûr que toutes les cours d'école aussi, ce qui est intéressant, c'est que le soir et pendant tout l'été, ça devient des espaces publics qui font partie de l'espace commun, là. Ce sont les parcs de quartier. Souvent, les enfants, les gens vont habiter ces espaces-là parce qu'ils sont ouverts, ils sont pas barrés. Donc, oui, il y aurait probablement la possibilité d'amener des gens qui sont disponibles pendant l'été pour tout d'abord, ils les utilisent donc pour les entretenir. C'est sûr. Mais c'est une question d'organisation. Avez-vous eu des problèmes de Graffiti, graffiti? on a eu légèrement. Il y a la butte à Lambert-Close qui a été vandalisée. C'est sûr que ces caoutchoucs-là, les enfants, aussitôt qu'il y a une petite craque, là, la craque, elle devient plus grosse. Là. L'idée, c'est que s'il n'y a pas de craque, ça tient la route. Mais effectivement, oui, on a eu quelques petits problèmes comme de cet ordre-là. Graffiti, proprement dit, pas vraiment. Non. Est-ce que les buts sont en asphalte? À l'intérieur, non, c'est de la terre compactée. C'est un caoutchouc qui est coulé en place. Oui. Il y a une base noire de pneus recyclés, puis la couleur, c'est une fine couche sur le dessus.